Lorsqu'on sort de Plassans par la porte de Rome, située au sud de la ville, on trouve, à droite de la route de Nice, après avoir dépassé les premières maisons du faubourg, un terrain vague, désigné dans le pays sous le nom d'aire Saint-Mitre. L'aire Saint-Mitre est un carré long, d'une certaine étendue, qui s'allonge au ras du trottoir de la route, dont une simple bande d'herbe usée la sépare. D'un côté, à droite, une ruelle, qui va se terminer en cul-de-sac, la borde d'une rangée de masures. À gauche et au fond, elle est close par 2 pans de muraille rongés de mousse, au-dessus desquels on aperçoit les branches hautes des mûriers du Jas-Meffrand, grande propriété qui a son entrée plus bas dans le faubourg. Ainsi fermée de 3 côtés, l'aire est comme une place qui ne conduit nulle part et que les promeneurs seuls traversent. Anciennement, il y avait là un cimetière placé sous la protection de Saint-Mitre, un saint provençal fort honoré dans la contrée. Les vieux de Plassans, en 1851, se souvenaient encore d'avoir vu debout les murs de ce cimetière, qui était resté fermé pendant des années. La terre, que l'on gorgeait de cadavres depuis plus d'un siècle, suait la mort, et l'on avait dû ouvrir un nouveau champ de sépulture à l'autre bout de la ville. Abandonné, l'ancien cimetière s'était épuré à chaque printemps, en se couvrant d'une végétation noire et drue. Ce sol gras, dans lequel les fossoyeurs ne pouvaient plus donner un coup de bêche sans arracher quelques lambeaux humains, eut une fertilité formidable. De la route, après les pluies de mai et les soleils de juin, on apercevait les pointes des herbes qui débordaient les murs. En dedans, c'était une mer, d'un vert sombre, profonde, piquée de fleurs larges, d'un éclat singulier. On sentait en dessous, dans l'ombre des tiges pressées, le terreau humide qui bouillait et suintait la sève. Une des curiosités de ce champ était alors des poiriers aux bras tordus, aux nœuds monstrueux, dont pas une ménagère de Plassans n'aurait voulu cueillir les fruits énormes. Dans la ville, on parlait de ces fruits avec des grimaces de dégoût. Mais les gamins du faubourg n'avaient pas de ces délicatesses, et ils escaladaient la muraille, par bandes, le soir au crépuscule, pour aller voler les poires, avant même qu'elles fussent mûres. La vie ardente des herbes et des arbres eut bientôt dévoré toute la mort de l'ancien cimetière Saint-Mitre. La pourriture humaine fut mangée avidement par les fleurs et les fruits. Et il arriva qu'on ne sentit plus, en passant le long de ce cloaque, que les senteurs pénétrantes des giroflées sauvages. Ce fut l'affaire de quelques étés. Vers ce temps, la ville songea à tirer parti de ce bien communal, qui dormait inutile. On abattit les murs longeant la route et l'impasse, on arracha les herbes et les poiriers. Puis on déménagea le cimetière. Le sol fut fouillé à plusieurs mètres, et l'on amoncela dans un coin les ossements que la terre voulut bien rendre. Pendant près d'1 mois, les gamins, qui pleuraient les poiriers, jouèrent aux boules avec des crânes. De mauvais plaisants pendirent une nuit des fémurs et des tibias à tous les cordons de sonnette de la ville. Ce scandale, dont Plassans garde encore le souvenir, ne cessa que le jour où l'on se décida à aller jeter le tas d'os au fond d'un trou creusé dans le nouveau cimetière. Mais en province, les travaux se font avec une lenteur sage, et les habitants, durant une grande semaine, virent de loin en loin un seul tombereau transportant des débris humains, comme il aurait transporté des plâtras. Le pis était que ce tombereau devait traverser Plassans dans toute sa longueur, et que le mauvais pavé des rues lui faisait semer à chaque cahot des fragments d'os et des poignées de terre grasse. Pas la moindre cérémonie religieuse, un charroi lent et brutal. Jamais ville ne fut plus écœurée. Pendant plusieurs années, le terrain de l'ancien cimetière Saint-Mitre resta un objet d'épouvante. Ouvert à tout venant, sur le bord d'une grande route, il demeura désert, en proie de nouveau aux herbes folles. La ville, qui comptait sans doute le vendre et y voir bâtir des maisons, ne dut pas trouver d'acquéreur.
Peut-être le souvenir du tas d'os et de ce tombereau allant et venant par les rues, seul, avec le lourd entêtement d'un cauchemar, fit-il reculer les gens. Peut-être faut-il plutôt expliquer le fait par les paresses de la province, par cette répugnance qu'elle éprouve à détruire et à reconstruire. La vérité est que la ville garda le terrain, et qu'elle finit même par oublier son désir de le vendre. Elle ne l'entoura seulement pas d'une palissade. Entra qui voulut. Et peu à peu, les années aidant, on s'habitua à ce coin vide. On s'assit sur l'herbe des bords, on traversa le champ, on le peupla. Quand les pieds des promeneurs eurent usé le tapis d'herbe et que la terre battue fut devenue grise et dure, l'ancien cimetière eut quelque ressemblance avec une place publique mal nivelée. Pour mieux effacer tout souvenir répugnant, les habitants furent, à leur insu, conduits lentement à changer l'appellation du terrain. On se contenta de garder le nom du saint, dont on baptisa également le cul-de-sac, qui se creuse dans un coin du champ. Il y eut l'aire Saint-Mitre et l'impasse Saint-Mitre. Ces faits datent de loin. Depuis plus de 30 ans, l'aire Saint-Mitre a une physionomie particulière. La ville, bien trop insouciante et endormie pour en tirer un bon parti, l'a louée, moyennant une faible somme, à des charrons du faubourg qui en ont fait un chantier de bois. Elle est encore aujourd'hui encombrée de poutres énormes, de 10 à 15 mètres de longueur, gisant çà et là par tas, pareils à des faisceaux de hautes colonnes renversées sur le sol. Ces tas de poutres, ces sortes de mâts posés parallèlement et qui vont d'un bout du champ à l'autre, sont une continuelle joie pour les gamins. Des pièces de bois ayant glissé, le terrain se trouve, en certains endroits, complètement recouvert par une espèce de parquet, aux feuilles arrondies, sur lequel on n'arrive à marcher qu'avec des miracles d'équilibre. Tout le jour, des bandes d'enfants se livrent à cet exercice. On les voit sautant les gros madriers, suivant à la file les arêtes étroites, se traînant à califourchon, jeu varié qui se termine généralement par des bousculades et des larmes. Ou bien ils s'assoient une douzaine, serrés les uns contre les autres, sur le bout mince d'une poutre élevée de quelques pieds au-dessus du sol, et ils se balancent pendant des heures. L'aire Saint-Mitre est ainsi devenu le lieu de récréation où tous les fonds de culotte des galopins du faubourg viennent s'user depuis plus d'un quart de siècle. Ce qui a achevé de donner à ce coin perdu un caractère étrange, c'est l'élection de domicile que, par un usage traditionnel, y font les bohémiens de passage. Dès qu'une de ces maisons roulantes, qui contiennent une tribu entière, arrive à Plassans, elle va se remiser au fond de l'aire Saint-Mitre. Ainsi, la place n'est-elle jamais vide. Il y a toujours là quelques bandes aux allures singulières, quelques troupes d'hommes fauves et de femmes horriblement séchées, parmi lesquels on voit se rouler à terre des groupes de beaux enfants. Ce monde vit sans honte, en plein air, devant tous, faisant bouillir leurs marmites, mangeant des choses sans nom, étalant leurs nippes trouées, dormant, se battant, s'embrassant, puant la saleté et la misère. Le champ mort et désert, où les frelons autrefois bourdonnaient, seuls autour des fleurs grasses, dans le silence écrasant du soleil, est ainsi devenu un lieu retentissant qu'emplissent de bruit les querelles des bohémiens et les cris aigus des jeunes vauriens du faubourg. Une scierie qui débite dans un coin les poutres du chantier grince, servant de basse sourde et continue aux voix aigres. Cette scierie est toute primitive. La pièce de bois est posée sur 2 tréteaux élevés et 2 scieurs de long, l'un en haut, monté sur la poutre même, l'autre en bas, aveuglé par la sciure qui tombe, impriment à une large et forte lame de scie un continuel mouvement de va-et-vient. Pendant des heures, ces hommes se plient, pareils à des pantins articulés, avec une régularité et une sécheresse de machine. Le bois qu'ils débitent est rangé, le long de la muraille du fond, par tas, hauts de 2 ou 3 mètres, et méthodiquement construit, planche à planche, en forme de cube parfait. Ces sortes de meules carrées, qui restent souvent là plusieurs saisons,
rongées d'herbe au ras du sol, sont un des charmes de l'ère Saint-Mitre. Elles ménagent des sentiers mystérieux, étroits et discrets, qui conduisent à une allée plus large, laissée entre l'étang et la muraille. C'est un désert, une bande de verdure d'où l'on ne voit que des morceaux de ciel. Dans cette allée, dont les murs sont tendus de mousse et dont le sol semble couvert d'un tapis de haute laine, règne encore la végétation puissante et le silence frissonnant de l'ancien cimetière. On y sent courir ces souffles chauds et vagues des voluptés de la mort qui sortent des vieilles tombes chauffées par les grands soleils. Il n'y a pas, dans la campagne de Plassans, un endroit plus ému, plus vibrant de tiédeur, de solitude et d'amour. C'est là où il est exquis d'aimer. Lorsqu'on vida le cimetière, on dut entasser les ossements dans ce coin, car il n'est pas rare, encore aujourd'hui, en fouillant du pied l'herbe humide, d'y déterrer des fragments de crâne. Personne, d'ailleurs, ne songe plus aux morts qui ont dormi sous cette herbe. Dans le jour, les enfants seuls vont derrière les tas de bois, lorsqu'ils jouent à cache-cache. L'allée verte reste vierge et ignorée. On ne voit que le chantier encombré de poutres et gris de poussière. Le matin et l'après-midi, quand le soleil est tiède, le terrain entier grouille, et au-dessus de toute cette turbulence, au-dessus des galopins jouant parmi les pièces de bois et des bohémiens attisant le feu sous leurs marmites, la silhouette sèche du scieur de long, monté sur sa poutre, se détache en plein ciel, allant et venant avec un mouvement régulier de balancier, comme pour régler la vie ardente et nouvelle qui a poussé dans cet ancien champ d'éternel repos. Il n'y a que les vieux, assis sur les poutres et se chauffant au soleil couchant, qui parfois parlent encore entre eux des os qu'ils ont vus jadis charriés dans les rues de Plassans par le tombereau légendaire. Lorsque la nuit tombe, l'air Saint-Mitre se vide, se creuse, pareil à un grand trou noir. Au fond, on n'aperçoit plus que la lueur mourante du feu des bohémiens. Par moments, des ombres disparaissent silencieusement dans la masse épaisse des ténèbres. L'hiver, surtout, le lieu devient sinistre. Un dimanche soir, vers 7 heures, un jeune homme sortit doucement de l'impasse Saint-Mitre et, rasant les murs, s'engagea parmi les poutres du chantier. On était dans les premiers jours de décembre 1851. Il faisait un froid sec. La lune, pleine en ce moment, avait ses clartés aiguës, particulières aux lunes d'hiver. Le chantier, cette nuit-là, ne se creusait pas sinistrement comme par les nuits pluvieuses. Éclairé de larges nappes de lumière blanche, il s'étendait, dans le silence et l'immobilité du froid, avec une mélancolie douce. Le jeune homme s'arrêta quelques secondes sur le bord du champ, regardant devant lui d'un air de défiance. Il tenait, caché sous sa veste, la crosse d'un long fusil, dont le canon, baissé vers la terre, luisait au clair de lune. Serrant l'arme contre sa poitrine, il scruta attentivement du regard les carrés de ténèbres que les tas de planches jetaient au fond du terrain. Il y avait là comme un damier blanc et noir de lumière et d'ombre, aux cases nettement coupées. Au milieu de l'air, sur un morceau de sol gris et nu, les tréteaux des scieurs de long se dessinaient, allongés, étroits, bizarres, pareils à une monstrueuse figure géométrique tracée à l'encre sur du papier. Le reste du chantier, le parquet de poutres, n'était qu'un vaste lit où la clarté dormait, à peine striée de minces raies noires par les lignes d'ombre qui coulaient le long des gros madriers. Sous cette lune d'hiver, dans le silence glacé, ce flot de mâts, couchés, immobiles, comme raidis de sommeil et de froid, rappelait les morts du vieux cimetière. Le jeune homme ne jeta sur cet espace vide qu'un rapide coup d'œil. Pas un être, pas un souffle, aucun péril d'être vu ni entendu. Les taches sombres du fond l'inquiétaient davantage. Cependant, après un court examen, il se hasarda. Il traversa rapidement le chantier. Dès qu'il se sentit à couvert, il ralentit sa marche. Il était alors dans l'allée verte qui longe la muraille derrière les planches.
Là, il n'entendit même plus le bruit de ses pas. L'herbe gelée craquait à peine sous ses pieds. Un sentiment de bien-être parut s'emparer de lui. Il devait aimer ce lieu, ni craindre aucun danger, ni rien venir chercher que de doux et de bon. Il cessa de cacher son fusil. L'allée s'allongeait, pareille à une tranchée d'ombre. De loin en loin, la lune, glissant entre deux tas de planches, coupait l'herbe d'une raide lumière. Tout dormait, les ténèbres et les clartés d'un sommeil profond, doux et triste. Rien de comparable à la paix de ce sentier. Le jeune homme le suivit dans toute sa longueur. Au bout, à l'endroit où les murailles du jas Meffrin font un angle, il s'arrêta, prêtant l'oreille, comme pour écouter si quelque bruit ne venait pas de la propriété voisine. Puis, n'entendant rien, il se baissa, écarta une planche et cacha son fusil dans un tas de bois. Il y avait là, dans l'angle, une vieille pierre tombale, oubliée lors du déménagement de l'ancien cimetière, et qui, posée sur champ et un peu de biais, faisait une sorte de banc élevé. La pluie en avait émietté les bords, la mousse le rongeait lentement. On eût cependant pu lire encore, au clair de lune, ce fragment d'épitaphe gravé sur la face qui entrait en terre. « Si J. Marie morte ». Le temps avait effacé le reste. Quand il eut caché son fusil, le jeune homme, écoutant de nouveau et n'entendant toujours rien, se décida à monter sur la pierre. Le mur était bas. Il posa les coudes sur le chaperon. Mais au-delà de la rangée de mûriers qui longe la muraille, il ne vit qu'une plaine de lumière. Les terres du jas Meffrin, plates et sans arbres, s'étendaient sous la lune comme une immense pièce de lingers cru. À une centaine de mètres, l'habitation et les communs, habités par le Méger, faisaient des taches d'un blanc plus éclatant. Le jeune homme regardait de ce côté avec inquiétude, lorsqu'une horloge de la ville se mit à donner 7 heures, à coups graves et lents. Il compta les coups, puis il descendit de la pierre, comme surpris et soulagé. Il s'assit sur le banc, en homme qui consent à une longue attente. Il ne semblait même pas sentir le froid. Pendant près d'une demi-heure, il demeura immobile, les yeux fixés sur une masse d'ombre, songeur. Il s'était placé dans un coin noir, mais peu à peu, la lune qui montait le gagna, et sa tête se trouva en pleine clarté. C'était un garçon à l'air vigoureux, dont la bouche fine et la peau encore délicate annonçaient la jeunesse. Il devait avoir 17 ans. Il était beau, d'une beauté caractéristique. Sa face, maigre et allongée, semblait creusée par le coup de pouce d'un sculpteur puissant. Le front montueux, les arcades sourcilières proéminentes, le nez en bec d'aigle, le menton fait d'un large mais plat, les joues accusant les pommettes et coupées de plans fuyants, donnaient à la tête un relief d'une vigueur singulière. Avec l'âge, cette tête devait prendre un caractère osseux trop prononcé, une maigreur de chevalier errant. Mais, à cette heure de puberté, à peine couverte aux joues et au menton de poils follets, elle était corrigée dans sa rudesse par certaines mollesses charmantes, par certains coins de la physionomie restés vagues et enfantins. Les yeux, d'un noir tendre, encore noyés d'adolescence, mettaient aussi de la douceur dans ce masque énergique. Toutes les femmes n'auraient point aimé cet enfant, car il était loin d'être ce qu'on nomme un joli garçon. Mais l'ensemble de ses traits avait une vie si ardente et si sympathique, une telle beauté d'enthousiasme et de force, que les filles de sa province, ces filles brûlées du midi, devaient rêver de lui lorsqu'il venait à passer devant leur porte par les chaudes soirées de juillet. Il songeait toujours, assis sur la pierre tombale, ne sentant pas les clartés de la lune qui coulaient maintenant le long de sa poitrine et de ses jambes. Il était de taille moyenne, légèrement trapu. Au bout de ses bras trop développés, des mains d'ouvrier que le travail avait déjà durcies s'emmanchaient solidement. Ses pieds, chaussés de gros souliers lacés, paraissaient forts, carrés du bout.
Par les attaches et les extrémités, par l'attitude alourdie des membres, il était peuple. Mais il y avait en lui, dans le redressement du cou et dans les lueurs pensantes des yeux, comme une révolte sourde contre l'abrutissement du métier manuel qui commençait à le courber vers la terre. Ce devait être une nature intelligente, noyée au fond de la pesanteur de sa race et de sa classe. Un de ces esprits tendres et exquis, logés en pleine chair, et qui souffrent de ne pouvoir sortir rayonnant de leur épaisse enveloppe. Aussi, dans sa force, paraissait-il timide et inquiet, ayant honte à son insu de se sentir incomplet et de ne savoir comment se compléter. Brave enfant, dont les ignorances étaient devenues des enthousiasmes, cœur d'homme servi par une raison de petit garçon, capable d'abandon comme une femme et de courage comme un héros. Ce soir-là, il était vêtu d'un pantalon et d'une veste de velours de coton verdâtre à petites côtes. Un chapeau de feutre mou, posé légèrement en arrière, lui jetait au front une raie d'ombre. Lorsque la demie sonna à l'horloge voisine, il fut tiré en sursaut de sa rêverie. En se voyant blanc de lumière, il regarda devant lui avec inquiétude. D'un mouvement brusque, il rentra dans le noir, mais il ne put retrouver le fil de sa rêverie. Il sentit alors que ses pieds et ses mains se glaçaient, et l'impatience le reprit. Il monta de nouveau jeter un coup d'œil dans le jamais franc, toujours silencieux et vide. Puis, ne sachant plus comment tuer le temps, il redescendit, prit son fusil dans le tas de planches où il l'avait caché, et s'amusa à en faire jouer la batterie. Cette arme était une longue et lourde carabine qui avait sans doute appartenu à quelque contrebandier. À l'épaisseur de la crosse et à la culasse puissante du canon, on reconnaissait un ancien fusil à pierre qu'un armurier du pays avait transformé en fusil à piston. On voit de ces carabines-là accrochées dans les fermes au-dessus des cheminées. Le jeune homme caressait son arme avec amour. Il rabattit le chien à plus de 20 reprises, introduisit son petit doigt dans le canon, examina attentivement la crosse. Peu à peu, il s'anima d'un jeune enthousiasme auquel se mêlait quelque enfantillage. Il finit par mettre la carabine en joue, visant dans le vide, comme un conscrit qui fait l'exercice. 8 heures ne devaient pas tarder à sonner. Il gardait son arme en joue depuis une grande minute, lorsqu'une voix, légère comme un souffle, basse et haletante, vint du jamais franc. « Es-tu là, Silver ?» demanda la voix. Silver laissa tomber son fusil, et d'un bond se trouva sur la pierre tombale. « Oui, oui, répondit-il, en étouffant également sa voix. « Attends, je vais t'aider. » Il n'avait pas encore tendu les bras qu'une tête de jeune fille apparut au-dessus de la muraille. L'enfant, avec une agilité singulière, s'était aidé du tronc d'un mûrier et avait grimpé comme une jeune chatte. À la certitude et à l'aisance de ses mouvements, on voyait que cet étrange chemin devait lui être familier. En un clin d'œil, elle se trouva assise sur le chaperon du mur. Alors Silver la prit dans ses bras et la posa sur le banc. Mais elle se débattit. « Laisse donc, disait-elle avec un rire de gamine qui joue. « Laisse donc, je sais bien descendre toute seule. » Puis, quand elle fut sur la pierre, « Tu m'attends depuis longtemps ? J'ai couru, je suis tout essoufflé. » Silver ne répondit pas. Il ne paraissait guère en train de rire. Il regardait l'enfant d'un air chagrin. Il s'assit à côté d'elle en disant « Je voulais te voir, Miette. Je t'aurais attendu toute la nuit. Je pars demain matin, au jour. » Miette venait d'apercevoir le fusil couché sur l'herbe. Elle devint grave. Elle murmura « Ah, c'est décidé? Voilà ton fusil ?» Il y eut un silence. « Oui, » répondit Silver d'une voix plus mal assurée encore. « C'est mon fusil. J'ai préféré le sortir ce soir de la maison. Demain matin, tante Dide aurait pu me le voir prendre, et cela l'aurait inquiété. Je vais le cacher. Je viendrai le chercher au moment de partir. » Et, comme Miette semblait ne pouvoir détacher les yeux de cette arme qu'il avait si sottement laissée sur l'herbe, il se leva et la glissa de nouveau dans le tas de planches. « Nous avons appris ce matin, dit-il en se rasseyant,
que les insurgés de la Palud et de Saint-Martin-de-Vaux étaient en marche, et qu'ils avaient passé la nuit dernière à Alboise. Il a été décidé que nous nous joindrions à eux. Cet après-midi, une partie des ouvriers de Plassans ont quitté la ville. Demain, ceux qui restent encore iront retrouver leurs frères. Il prononça ce mot de frère avec une emphase juvénile. Puis, s'animant d'une voix plus vibrante, « La lutte devient inévitable, ajouta-t-il, mais le droit est de notre côté, nous triompherons. » Miette écoutait Silvère, regardant devant elle, fixement, sans voir. Quand il se tut, « C'est bien, dit-elle simplement. Et au bout d'un silence, « Tu m'avais averti. Cependant, j'espérais encore. Enfin, c'est décidé. » Ils ne purent trouver d'autres paroles. Le coin désert du chantier, la ruelle verte reprit son calme mélancolique. Il n'y eut plus que la lune vivante faisant tourner sur l'herbe l'ombre des tas de planches. Le groupe, formé par les deux jeunes gens sur la pierre tombale, était devenu immobile et muet dans la clarté pâle. Silvère avait passé le bras autour de la taille de Miette, et celle-ci s'était laissée aller contre son épaule. Ils n'échangèrent pas de baisers, rien qu'une étreinte où l'amour avait l'innocence attendrie d'une tendresse fraternelle. Miette était couverte d'une grande mante brune à capuchon, qui lui tombait jusqu'aux pieds et l'enveloppait tout entière. On ne voyait que sa tête et ses mains. Les femmes du peuple, les paysannes et les ouvrières portent encore, en Provence, ces larges mantes que l'on nomme pelisses dans le pays, et dont la mode doit remonter fort loin. En arrivant, Miette avait rejeté le capuchon en arrière. Vivant en plein air, de sang brûlant, elle ne portait jamais de bonnet. Sa tête nue se détachait vigoureusement sur la muraille blanchie par la lune. C'était une enfant, mais une enfant qui devenait femme. Elle se trouvait à cette heure indécise et adorable, où la grande fille naît dans la gamine. Il y a alors, chez toute adolescente, une délicatesse de boutons naissants, une hésitation de forme d'un charme exquis. Les lignes pleines et voluptueuses de la puberté s'indiquent dans les innocentes maigreurs de l'enfance. La femme se dégage avec ses premiers embarras pudiques, gardant encore à demi son corps de petite fille et mettant, à son insu, dans chacun de ses traits l'aveu de son sexe. Pour certaines filles, cette heure est mauvaise. Celles-là croissent brusquement, enlaidissent, deviennent jaunes et frêles comme des plantes hâtives. Pour Miette, pour toutes celles qui sont riches de sang et qui vivent en plein air, c'est une heure de grâce pénétrante qu'elle ne retrouve jamais. Miette avait 13 ans. Bien qu'elle fût forte déjà, on ne lui en eût pas donné davantage, tant sa physionomie riait encore, par moments, d'un rire clair et naïf. D'ailleurs, elle devait être nubile. La femme s'épanouissait rapidement en elle, grâce au climat et à la vie rude qu'elle menait. Elle était presque aussi grande que Silvère, grasse et toute frémissante de vie. Comme son amie, elle n'avait pas la beauté de tout le monde. On ne l'eût pas trouvée laide, mais elle eût paru au moins étrange à beaucoup de jolis jeunes gens. Elle avait des cheveux superbes. Plantés rudes et droits sur le front, ils se rejetaient puissamment en arrière, ainsi qu'une vague jaillissante. Puis coulaient le long de son crâne et de sa nuque, pareils à une mer crépue, pleine de bouillonnements et de caprices, d'un noir d'encre. Ils étaient si épais qu'elle ne savait qu'en faire. Ils la gênaient. Elle les tordait en plusieurs brins, de la grosseur d'un poignet d'enfant, le plus fortement qu'elle pouvait, pour qu'ils tinssent moins de place. Puis elle les massait derrière sa tête. Elle n'avait guère le temps de songer à sa coiffure, et il arrivait toujours que ce chignon énorme, fait sans glace et à la hâte, prenait sous ses doigts une grâce puissante. À la voir coiffée de ce casque vivant, de ce tas de cheveux frisés qui débordaient sur ses tempes et sur son cou comme une peau de bête, on comprenait pourquoi elle allait tête nue, sans jamais se soucier des pluies ni des gelées. Sous la ligne sombre des cheveux, le front, très bas, avait la forme et la couleur dorée d'un mince croissant de lune.
Les yeux gros, à fleur de tête, le nez court, large aux narines et relevé du bout. Les lèvres, trop fortes et trop rouges, eussent paru autant de laideur, si on les eût examinées à part. Mais, pris dans la rondeur charmante de la face, vue dans le jeu ardent de la vie, ces détails du visage formaient un ensemble d'une étrange et saisissante beauté. Quand Miette riait, renversant la tête en arrière et la penchant mollement sur son épaule droite, elle ressemblait à la bacchante antique, avec sa gorge gonflée de gaieté sonore, ses joues arrondies comme celles d'un enfant, ses larges dents blanches, ses torsades de cheveux crépus que les éclats de sa joie agitaient sur sa nuque, ainsi qu'une couronne de pampres. Et, pour retrouver en elle la Vierge, la petite fille de 13 ans, il fallait voir combien il y avait d'innocence dans ces rires gras et souples de femme faite. Il fallait surtout remarquer la délicatesse encore enfantine du menton et la pureté molle des tempes. Le visage de Miette, hâlé par le soleil, prenait sous certains jours des reflets d'ambre jaune. Un fin duvet noir mettait déjà au-dessus de sa lèvre supérieure une ombre légère. Le travail commençait à déformer ses petites mains courtes, qui auraient pu devenir, en restant paresseuses, d'adorables mains potelées de bourgeoises. Miette et Silver restèrent longtemps muets. Ils lisaient dans leurs pensées inquiètes, et à mesure qu'ils descendaient ensemble dans la crainte et l'inconnu du lendemain, ils se serraient d'une étreinte plus étroite. Ils s'entendaient jusqu'au cœur. Ils sentaient l'inutilité et la cruauté de toute plainte faite à voix haute. La jeune fille ne put cependant se contenir davantage. Elle étouffait. Elle dit en une phrase leur inquiétude à tous deux. « Tu reviendras, n'est-ce pas ?» balbutia-t-elle en se pendant au cou de Silver. Silver, sans répondre, la gorge serrée et craignant de pleurer comme elle, la baisa sur la joue, en frère qui ne trouve pas d'autre consolation. Ils se séparèrent, ils retombèrent dans leur silence. Au bout d'un instant, Miette frissonna. Elle ne s'appuyait plus contre l'épaule de Silver. Elle sentait son corps se glacer. La veille, elle n'eût pas frissonné de la sorte, au fond de cette allée déserte, sur cette pierre tombale, où, depuis plusieurs saisons, ils vivaient si heureusement leur tendresse dans la paix des vieux morts. « J'ai bien froid, » dit-elle en remettant le capuchon de sa pelisse. « Veux-tu que nous marchions ?» lui demanda le jeune homme. « Il n'est pas 9 heures, nous pouvons faire un bout de promenade sur la route. » Miette pensait qu'il n'aurait peut-être pas de longtemps la joie d'un rendez-vous, d'une de ces causeries du soir pour lesquelles elle vivait des journées. « Oui, marchons, » répondit-elle vivement. « Allons jusqu'au moulin. Je passerai la nuit si tu voulais. » Ils quittèrent le banc et se cachèrent dans l'ombre d'un tas de planches. Là, Miette écarta sa pelisse, qui était piquée à petits losanges et doublée d'une indienne rouge sang. Puis elle jeta un pan de ce chaud et large manteau sur les épaules de Silver, l'enveloppant ainsi tout entier, le mettant avec elle, serré contre elle dans le même vêtement. Ils passèrent mutuellement un bras autour de leur taille pour ne faire qu'un. Quand ils furent ainsi confondus en un seul être, quand ils se trouvèrent enfouis dans les plis de la pelisse, au point de perdre toute forme humaine, ils se mirent à marcher à petits pas, se dirigeant vers la route, traversant sans crainte les espaces nus du chantier, blancs de lune. Miette avait enveloppé Silver, et celui-ci s'était prêté à cette opération, d'une façon toute naturelle, comme si la pelisse leur eût chaque soir rendu le même service. La route de Nice, aux deux côtés de laquelle se trouve bâti le faubourg, était bordée en 1851 d'ormes séculaires, vieux géants, ruines grandioses et pleines encore de puissance, que la municipalité proprêtre de la ville a remplacées depuis quelques années par de petits platanes. Lorsque Silver et Miette se trouvèrent sous les arbres, dont la lune dessinait le long du trottoir les branches monstrueuses, ils rencontrèrent à 2 ou 3 reprises des masses noires qui se mouvaient silencieusement au ras des maisons.
C'étaient comme eux des couples d'amoureux, hermétiquement clos dans un pan d'étoffe, promenant au fond de l'ombre leur tendresse discrète. Les amants des villes du Midi ont adopté ce genre de promenade. Les garçons et les filles du peuple, ceux qui doivent se marier un jour, et qui ne sont pas fâchés de s'embrasser un peu auparavant, ignorent où se réfugier pour échanger des baisers à l'aise, sans trop s'exposer au bavardage. Dans la ville, bien que les parents leur laissent une entière liberté, s'ils louaient une chambre, s'ils se rencontraient seul à seul, ils seraient le lendemain le scandale du pays. D'autre part, ils n'ont pas le temps tous les soirs de gagner les solitudes de la campagne. Alors, ils ont pris un moyen terme. Ils battent les faubourgs, les terrains vagues, les allées des routes, tous les endroits où il y a peu de passants et beaucoup de trous noirs. Et pour plus de prudence, comme tous les habitants se connaissent, ils ont le soin de se rendre méconnaissables en s'enfouissant dans une de ces grandes mantes qui abriteraient une famille entière. Les parents tolèrent ces courses en pleines ténèbres. La morale rigide de la province ne paraît pas s'en alarmer. Il est admis que les amoureux ne s'arrêtent jamais dans les coins ni ne s'assoient au fond des terrains, et cela suffit pour calmer les pudeurs effarouchées. On ne peut guère que s'embrasser en marchant. Parfois, cependant, une fille tourne mal. Les amants se sont assis. Rien de plus charmant, en vérité, que ces promenades d'amour. L'imagination câline et inventive du Midi est là tout entière. C'est une véritable mascarade, fertile en petits bonheurs et à la portée des misérables. L'amoureuse n'a qu'à ouvrir son vêtement, elle a un asile tout prêt pour son amoureux. Elle le cache sur son cœur, dans la tiédeur de ses habits, comme les petites bourgeoises cachent leurs galants sous les lits ou dans les armoires. Le fruit défendu prend ici une saveur particulièrement douce. Il se mange en plein air, au milieu des indifférents, le long des routes. Et ce qu'il y a d'exquis, ce qui donne une volupté pénétrante aux baisers échangés, ce doit être la certitude de pouvoir s'embrasser impunément devant le monde, de rester des soirées en public au bras l'un de l'autre, sans courir le danger d'être reconnus et montrés au doigt. Un couple n'est plus qu'une masse brune, il ressemble à un autre couple. Pour le promeneur attardé, qui voit vaguement ces masses se mouvoir, c'est l'amour qui passe, rien de plus. L'amour sans nom, l'amour qu'on devine et qu'on ignore. Les amants se savent bien cachés. Ils causent à voix basse, ils sont chez eux. Le plus souvent, ils ne disent rien, ils marchent pendant des heures, au hasard, heureux de se sentir serrés ensemble dans le même bout d'indienne. Cela est très voluptueux et très virginal à la fois. Le climat est le grand coupable. Lui seul a dû d'abord inviter les amants à prendre les coins des faubourgs pour retraite. Par les belles nuits d'été, on ne peut faire le tour de Plassans sans découvrir, dans l'ombre de chaque pan de mur, un couple encapuchonné. Certains endroits, l'aire Saint-Mitre par exemple, sont peuplés de ces dominos sombres qui se frôlent lentement, sans bruit, au milieu des tiédeurs de la nuit sereine. On dirait les invités d'un bal mystérieux que les étoiles donneraient aux amours des pauvres gens. Quand il fait trop chaud et que les jeunes filles n'ont plus leur pelisse, elles se contentent de retrousser leurs premières jupes. L'hiver, les plus amoureux se moquent des gelées. Tandis qu'ils descendaient la route de Nice, Silver et Miette ne songeaient guère à se plaindre de la froide nuit de décembre. Les jeunes gens traversèrent le faubourg endormis sans échanger une parole. Ils retrouvaient, avec une muette joie, le charme tiède de leur étreinte. Leur cœur était triste. La félicité qu'ils goûtaient à se serrer l'un contre l'autre avait l'émotion douloureuse d'un adieu. Et il leur semblait qu'ils n'épuiseraient jamais la douceur et l'amertume de ce silence qui berçait lentement leur marche. Bientôt, les maisons devinrent plus rares. Ils arrivèrent à l'extrémité du faubourg. Là s'ouvre le portail du Jamais franc, 2 forts piliers reliés par une grille, qui laisse voir entre ses barreaux une longue allée de mûriers. En passant, Silver et Miette
jetèrent instinctivement un regard dans la propriété. À partir du Jas-Meffranc, la grande route descend par une pente douce jusqu'au fond d'une vallée qui sert de lit à une petite rivière, la Viorne, ruisseau l'été et torrent l'hiver. Les 2 rangées d'ormes continuaient à cette époque et faisaient de la route une magnifique avenue, coupant la côte, plantée de blé et de vignes maigres, d'un large ruban d'arbres gigantesques. Par cette nuit de décembre, sous la lune claire et froide, les champs fraîchement labourés s'étendaient, aux 2 abords du chemin, pareils à de vastes couches d'ouate grisâtres, qui auraient amorti tous les bruits de l'air. Au loin, la voix sourde de la Viorne mettait seule un frisson dans l'immense paix de la campagne. Quand les jeunes gens eurent commencé à descendre l'avenue, la pensée de Miette retourna au Jas-Meffranc, qu'ils venaient de laisser derrière eux. « J'ai eu grand-peine à m'échapper ce soir, dit-elle. Mon oncle ne se décidait pas à me congédier. Il s'était enfermé dans un cellier et je crois qu'il y a enterré son argent, car il a paru très effrayé ce matin des événements qui se préparent. » Silver eut une étreinte plus douce. « Va, répondit-il, sois courageuse. Il viendra un temps où nous nous verrons librement toute la journée. Il ne faut pas se chagriner. » « Oh, reprit la jeune fille en secouant la tête, tu as de l'espérance, toi. Il y a des jours où je suis bien triste. Ce ne sont pas les gros travaux qui me désolent. Au contraire, je suis souvent heureuse des duretés de mon oncle et des besognes qu'il m'impose. Il a eu raison de faire de moi une paysanne. J'aurais peut-être mal tourné. Car vois-tu, Silver, il y a des moments où je me crois maudite. Alors je voudrais être morte. Je pense à celui que tu sais. » En prononçant ces dernières paroles, la voix de l'enfant se brisa dans un sanglot. Silver l'interrompit d'un ton presque rude. « Tais-toi, dit-il. Tu m'avais promis de moins songer à cela. Ce n'est pas ton crime. » Puis il ajouta d'un accent plus doux. « Nous nous aimons bien, n'est-ce pas? Quand nous serons mariés, tu n'auras plus de mauvaises heures. »« Je sais, murmura Miette. Tu es bon, tu me tends la main, mais que veux-tu? J'ai des craintes. Je me sens des révoltes parfois. Il me semble qu'on m'a fait tort, et alors j'ai des envies d'être méchante. Je t'ouvre mon cœur à toi. Chaque fois qu'on me jette le nom de mon père au visage, j'éprouve une brûlure par tout le corps. Quand je passe et que les gamins crient « Hé, la Chantegreil !» cela me met hors de moi. Je voudrais les tenir pour les battre. Et, après un silence farouche, elle reprit. « Tu es un homme, toi. Tu vas tirer des coups de fusil. Tu es bien heureux. » Silver l'avait laissé parler. Au bout de quelques pas, il dit d'une voix triste. « Tu as tort, Miette. Ta colère est mauvaise. Il ne faut pas se révolter contre la justice. Moi, je vais me battre pour notre droit à tous. Je n'ai aucune vengeance à satisfaire. » « N'importe, continua la jeune fille. Je voudrais être un homme et tirer des coups de fusil. Il me semble que cela me ferait du bien. » Et, comme Silver gardait le silence, elle vit qu'elle l'avait mécontenté. Toute sa fièvre tomba. Elle balbutia d'une voix suppliante. « Tu ne m'en veux pas. C'est ton départ qui me chagrine et qui me jette à ces idées-là. Je sais bien que tu as raison, que je dois être humble. » Elle se mit à pleurer. Silver, ému, prit ses mains qu'il baisa. « Voyons, dit-il tendrement, tu vas de la colère aux larmes comme une enfant. Il faut être raisonnable, je ne te gronde pas. Je voudrais simplement te voir plus heureuse, et cela dépend beaucoup de toi. » Le drame dont Miette venait d'évoquer si douloureusement le souvenir laissa les amoureux tout attristés pendant quelques minutes. Ils continuèrent à marcher, la tête basse, troublés par leurs pensées. Au bout d'un instant, « Me crois-tu beaucoup plus heureux que toi ?» demanda Silver, revenant malgré lui à la conversation. « Si ma grand-mère ne m'avait recueilli et élevé, que serais-je devenu? À part l'oncle Antoine, qui est ouvrier comme moi et qui m'a appris à aimer la République, tous mes autres parents ont l'air de craindre que je ne les salisse quand je passe à côté d'eux. » Il s'animait en parlant. Il s'était arrêté, retenant Miette, au milieu de la route. « Dieu m'est témoin, continua-t-il, que je n'envie et que je ne déteste personne. Mais si nous triomphons,
Il faudra que je leur dise leur fait à ces beaux messieurs. C'est l'oncle Antoine qui en sait long là-dessus. Tu verras, à notre retour, nous vivrons tous libres et heureux. » Miette l'entraîna doucement, ils se remirent à marcher. « Tu l'aimes bien, ta République, » dit l'enfant en essayant de plaisanter. « M'aimes-tu autant qu'elle » Elle riait, mais il y avait quelque amertume au fond de son rire. Peut-être se disait-elle que Silver la quittait bien facilement pour courir les campagnes. Le jeune homme répondit d'un ton grave. « Toi, tu es ma femme, je t'ai donné tout mon cœur. J'aime la République, vois-tu, parce que je t'aime. Quand nous serons mariés, il nous faudra beaucoup de bonheur, et c'est pour une part de ce bonheur que je m'éloignerai demain matin. Tu ne me conseilles pas de rester chez moi. » « Oh non » s'écria vivement la jeune fille. « Un homme doit être fort, c'est beau le courage. Il faut me pardonner d'être jalouse. Je voudrais bien être aussi forte que toi. Tu m'aimerais encore davantage, n'est-ce pas ?» Elle garda un instant le silence, puis elle ajouta avec une vivacité et une naïveté charmantes. « Ah, comme je t'embrasserai volontiers quand tu reviendras !» Ce cri d'un cœur aimant et courageux toucha profondément Silver. Il prit Miette entre ses bras et lui mit plusieurs baisers sur les joues. L'enfant se défendit un peu en riant, et elle avait des larmes d'émotion plein les yeux. Autour des amoureux, la campagne continuait à dormir dans l'immense paix du froid. Ils étaient arrivés au milieu de la côte. Là, à gauche, se trouvait un monticule assez élevé, au sommet duquel la lune blanchissait les ruines d'un moulin à vent. La tour seule restait, tout écroulé d'un côté. C'était le but que les jeunes gens avaient assigné à leur promenade. Depuis le faubourg, ils allaient devant eux, sans donner un seul coup d'œil aux champs qu'ils traversaient. Quand il eut baisé Miette sur les joues, Silver leva la tête. Il aperçut le moulin. « Comme nous avons marché !» s'écria-t-il. « Voici le moulin. Il doit être près de 9h30, il faut rentrer. » Miette fit la moue. « Marchons encore un peu, » implora-t-elle. « Quelques pas seulement, jusqu'à la petite traverse. Vrai, rien que jusque-là. » Silver la reprit à la taille en souriant. Ils se mirent de nouveau à descendre la côte. Ils ne craignaient plus les regards des curieux. Depuis les dernières maisons, ils n'avaient pas rencontré âme qui vive. Ils n'en restèrent pas moins enveloppés dans la grande pelisse. Cette pelisse, ce vêtement commun, était comme le nid naturel de leurs amours. Elle les avait cachés pendant tant de soirées heureuses. S'ils s'étaient promenés côte à côte, ils se seraient crus tout petits et tout isolés dans la vaste campagne. Cela les rassurait, les grandissait, de ne former qu'un être. Ils regardaient, à travers les plis de la pelisse, les champs qui s'étendaient aux deux bords de la route, sans éprouver cet écrasement que les larges horizons indifférents font peser sur les tendresses humaines. Il leur semblait qu'ils avaient emporté leur maison avec eux, jouissant de la campagne comme on en jouit par une fenêtre, aimant ces solitudes calmes, ces nappes de lumière dormante, ces bouts de nature, vagues sous le linceul de l'hiver et de la nuit. Cette vallée entière qui, en les charmant, n'était cependant pas assez forte pour se mettre entre leurs deux cœurs serrés l'un contre l'autre. D'ailleurs, ils avaient cessé toute conversation suivie. Ils ne parlaient plus des autres, ils ne parlaient même plus d'eux-mêmes. Ils étaient à la seule minute présente, échangeant un serrement de main, poussant une exclamation à la vue d'un coin de paysage, prononçant de rares paroles, sans trop s'entendre, comme assoupis par la tiédeur de leur corps. Silver oubliait ses enthousiasmes républicains. Miette ne songeait plus que son amoureux devait la quitter dans 1 heure, pour longtemps, pour toujours peut-être. Ainsi qu'aux jours ordinaires, lorsqu'aucun adieu ne troublait la paix de leur rendez-vous, ils s'endormaient dans le ravissement de leur tendresse. Ils allaient toujours. Ils arrivèrent bientôt à la petite traverse dont Miette avait parlé, bout de ruelle qui s'enfonce dans la campagne, menant à un village bâti au bord de la Viorne. Mais ils ne s'arrêtèrent pas, ils continuèrent à descendre, en feignant de ne point voir ce sentier qu'ils s'étaient promis de ne point dépasser. Ce fut seulement quelques minutes plus loin que Silver murmura
Il doit être bien tard, tu vas te fatiguer. Non, je te jure, je ne suis pas lasse, répondit la jeune fille. Je marcherai bien comme cela pendant des lieues. Puis elle ajouta d'une voix câline. Veux-tu? Nous allons descendre jusqu'au pré Sainte-Claire. Là, ce sera fini pour tout de bon, nous rebrousserons chemin. Silver, que la marche cadencée de l'enfant berçait et qui sommeillait doucement, les yeux ouverts, ne fit aucune objection. Ils reprirent leur extase. Ils avançaient d'un pas ralenti, par crainte du moment où il leur faudrait remonter la côte. Tant qu'ils allaient devant eux, il leur semblait marcher à l'éternité, de cette étreinte qui les liait l'un à l'autre. Le retour, c'était la séparation, l'adieu cruel. Peu à peu, la pente de la route devenait moins rapide. Le fond de la vallée est occupé par des prairies qui s'étendent jusqu'à la Viorne, coulant à l'autre bout, le long d'une suite de collines basses. Ces prairies, que des haies vives séparent du grand chemin, sont les prés Sainte-Claire. « Bah !» s'écria Silver à son tour en apercevant les premières nappes d'herbe. « Nous irons bien jusqu'au pont. » Miette eut un frais éclat de rire. Elle prit le jeune homme par le cou et l'embrassa bruyamment. À l'endroit où commencent les haies, la longue avenue d'arbres se terminait alors par deux ormes, deux colosses plus gigantesques encore que les autres. Les terrains s'étendent au ras de la route, nus, pareils à une large bande de laine verte, jusqu'au saule et au bouleau de la rivière. Des derniers ormes au pont, il y avait d'ailleurs à peine 300 mètres. Les amoureux mirent un bon quart d'heure pour franchir cette distance. Enfin, malgré toute leur lenteur, ils se trouvèrent sur le pont. Ils s'arrêtèrent. Devant eux, la route de Nice montait le versant opposé de la vallée. Mais ils ne pouvaient en voir qu'un bout assez court, car elle fait un coude brusque à un demi-kilomètre du pont, et se perd entre des coteaux boisés. En se retournant, ils aperçurent l'autre bout de la route, celui qu'ils venaient de parcourir, et qui va en ligne droite de Plassans à la Viorne. Sous ce beau clair de lune d'hiver, on eût dit un long ruban d'argent, que les rangées d'ormes bordaient de deux liserés sombres. À droite et à gauche, les terres labourées de la côte faisaient de larges mers grises et vagues, coupées par ce ruban, par cette route blanche de gelée, d'un éclat métallique. Tout en haut, brillaient, au ras de l'horizon, pareilles à des étincelles vives, quelques fenêtres encore éclairées du bourg. Miette et Silver, pas à pas, s'étaient éloignés d'une grande lieue. Ils jetèrent un regard sur le chemin parcouru, frappés d'une muette admiration par cet immense amphithéâtre qui montait jusqu'au bord du ciel, et sur lequel des nappes de clarté bleuâtre coulaient, comme sur les degrés d'une cascade géante. Ce décor étrange, cette apothéose colossale, se dressait dans une immobilité et dans un silence de mort. Rien n'était d'une plus souveraine grandeur. Puis les jeunes gens, qui venaient de s'appuyer contre un parapet du pont, regardèrent à leurs pieds. La Viorne, grossie par les pluies, passait au-dessous d'eux, avec des bruits sourds et continus. En amont et en aval, au milieu des ténèbres amassées dans les creux, ils distinguaient les lignes noires des arbres poussés sur les rives. Çà et là, un rayon de lune glissait, mettant sur l'eau une traînée d'étain fondu qui luisait et s'agitait, comme un reflet de jour sur les écailles d'une bête vivante. Ces lueurs couraient avec un charme mystérieux le long de la coulée grisâtre du torrent, entre les fantômes vagues des feuillages. On eût dit une vallée enchantée, une merveilleuse retraite où vivait d'une vie étrange tout un peuple d'ombres et de clartés. Les amoureux connaissaient bien ce bout de rivière. Par les chaudes nuits de juillet, ils étaient souvent descendus là pour trouver quelque fraîcheur. Ils avaient passé de longues heures cachés dans les bouquets de saules sur la rive droite, à l'endroit où les prés Sainte-Claire déroulent leurs tapis de gazon jusqu'au bord de l'eau. Ils se souvenaient des moindres plis de la rive, des pierres sur lesquelles il fallait sauter pour enjamber la Viorne, alors mince comme un fil, de certains trous d'herbe dans lesquels ils avaient rêvé leurs rêves de tendresse. Aussi,
Miette, du haut du pont, contemplait-elle d'un regard d'envie la rive droite du torrent. « S'il faisait plus chaud, soupira-t-elle, nous pourrions descendre nous reposer un peu avant de remonter la côte. » Puis, après un silence, les yeux toujours fixés sur les bords de la Viorne, « Regarde donc, Silver, reprit-elle, cette masse noire là-bas, avant l'écluse. Te rappelles-tu? C'est la broussaille dans laquelle nous nous sommes assis à la fête-Dieu dernière. » « Oui, c'est la broussaille, » répondit Silver à voix basse. C'était là qu'ils avaient osé se baiser sur les joues. Ce souvenir que l'enfant venait d'évoquer leur causa à tous deux une sensation délicieuse, émotion dans laquelle se mêlaient les joies de la veille et les espoirs du lendemain. Ils virent, comme à la lueur d'un éclair, les bonnes soirées qu'ils avaient vécues ensemble, surtout cette soirée de la Fête-Dieu, dont ils se rappelaient les moindres détails, le grand ciel tiède, le frais des saules de la Viorne, les mots caressants de leur causerie. Et en même temps, tandis que les choses du passé leur remontaient au cœur avec une saveur douce, ils crurent pénétrer l'inconnu de l'avenir, se voir au bras l'un de l'autre, ayant réalisé leurs rêves, et se promenant dans la vie comme ils venaient de le faire sur la grande route, chaudement couverts d'une même pelisse. Alors, le ravissement les reprit, les yeux sur les yeux, se souriant, perdus au milieu des muettes clartés. Brusquement, Silver leva la tête. Il se débarrassa des plis de la pelisse, il prêta l'oreille. Miette, surprise, l'imita, sans comprendre pourquoi il se séparait d'elle d'un geste si prompt. Depuis un instant, des bruits confus venaient de derrière les coteaux, au milieu desquels se perd la route de Nice. C'étaient comme les cahots éloignés d'un convoi de charrettes. La Viorne, d'ailleurs, couvrait de son grondement ces bruits encore indistincts. Mais peu à peu ils s'accentuèrent, ils devinrent pareils au piétinement d'une armée en marche. Puis on distingua, dans ce roulement continu et croissant, des brouhahas de foule, d'étranges souffles d'ouragan cadencés et rythmiques. On aurait dit les coups de foudre d'un orage qui s'avançait rapidement, troublant déjà de son approche l'air endormi. Silver écoutait, ne pouvant saisir ces voix de tempête que les coteaux empêchaient d'arriver nettement jusqu'à lui. Et tout à coup, une masse noire apparut au coude de la route. La Marseillaise, chantée avec une furie vengeresse, éclata. Formidable. « Ce sont eux !» s'écria Silver dans un élan de joie et d'enthousiasme. Il se mit à courir, montant la côte, entraînant Miette. Il y avait, à gauche de la route, un talus planté de chênes verts, sur lequel il grimpa avec la jeune fille pour ne pas être emportés tous deux par le flot hurlant de la foule. Quand ils furent sur le talus, dans l'ombre des broussailles, l'enfant, un peu pâle, regarda tristement ces hommes, dont les chants lointains avaient suffi pour arracher Silver de ses bras. Il lui sembla que la bande entière venait se mettre entre elle et lui. Ils étaient si heureux quelques minutes auparavant, si étroitement unis, si seuls, si perdus dans le grand silence et les clartés discrètes de la lune. Et maintenant, Silver, la tête tournée, ne paraissant même plus savoir qu'elle était là, n'avait de regard que pour ces inconnus qu'il appelait du nom de frères. La bande descendait avec un élan superbe, irrésistible. Rien de plus terriblement grandiose que l'irruption de ces quelques milliers d'hommes dont la paix morte et glacée de l'horizon. La route, devenue torrent, roulait des flots vivants qui semblaient ne pas devoir s'épuiser. Toujours au coude du chemin se montraient de nouvelles masses noires, dont les chants enflaient de plus en plus la grande voix de cette tempête humaine. Quand les derniers bataillons apparurent, il y eut un éclat assourdissant. La Marseillaise emplit le ciel, comme soufflée par des bouches géantes dans de monstrueuses trompettes, qui la jetaient, vibrantes, avec des sécheresses de cuivre, à tous les coins de la vallée. Et la campagne endormie s'éveilla en sursaut. Elle frissonna tout entière, ainsi qu'un tambour que frappent les baguettes. Elle retentit jusqu'aux entrailles, répétant par tous ses échos les notes ardentes du chant national.
Alors, ce ne fut plus seulement la bande qui chanta. Des bouts de l'horizon, des rochers lointains, des pièces de terre labourées, des prairies, des bouquets d'arbres, des moindres broussailles semblèrent sortir des voix humaines. Le large amphithéâtre qui monte de la rivière à Plassans, la cascade gigantesque sur laquelle coulaient les bleuâtres clartés de la lune, était comme couvert par un peuple invisible et innombrable, acclamant les insurgés. Et au fond des creux de la Viorne, le long des eaux rayées de mystérieux reflets d'étain fondu, il n'y avait pas un trou de ténèbres où des hommes cachés ne parussent reprendre chaque refrain avec une colère plus haute. La campagne, dans l'ébranlement de l'air et du sol, criait vengeance et liberté. Tant que la petite armée descendit la côte, le rugissement populaire roula ainsi par ondes sonores traversées de brusques éclats, secouant jusqu'aux pierres du chemin. Silvère, blanc d'émotion, écoutait et regardait toujours. Les insurgés qui marchaient en tête, traînant derrière eux cette longue coulée grouillante et mugissante, monstrueusement indistincte dans l'ombre, approchaient du pont à pas rapides. « Je croyais, murmura Miette, que vous ne deviez pas traverser Plassans. »« On aura modifié le plan de campagne, répondit Silvère. Nous devions en effet nous porter sur le chef-lieu par la route de Toulon, en prenant à gauche de Plassans et d'Orchères. Ils seront partis d'Alboise cet après-midi et auront passé aux Tulettes dans la soirée. » La tête de la colonne était arrivée devant les jeunes gens. Il régnait dans la petite armée plus d'ordre qu'on en aurait pu attendre d'une bande d'hommes indisciplinés. Les contingents de chaque ville, de chaque bourg, formaient des bataillons distincts qui marchaient à quelques pas les uns des autres. Ces bataillons paraissaient obéir à des chefs. D'ailleurs, l'élan qui les précipitait en ce moment sur la pente de la côte en faisait une masse compacte, solide, d'une puissance invincible. Il pouvait y avoir là environ 3000 hommes, unis et emportés d'un bloc par un vent de colère. On distinguait mal, dans l'ombre que les talus hauts jetaient le long de la route, les détails étranges de cette scène. Mais, à 5 ou 6 pas, de la broussaille où s'étaient abrités Miette et Silvère, le talus de gauche s'abaissait pour laisser passer un petit chemin qui suivait la Viorne, et la lune, glissant par cette trouée, rayait la route d'une large bande lumineuse. Quand les premiers insurgés entrèrent dans ce rayon, ils se trouvèrent subitement éclairés d'une clarté dont les blancheurs aiguës découpaient, avec une netteté singulière, les moindres arêtes des visages et des costumes. À mesure que les contingents défilèrent, les jeunes gens les virent ainsi, en face d'eux, farouches, sans cesse renaissants, surgir brusquement des ténèbres. Aux premiers hommes qui entrèrent dans la clarté, Miette, d'un mouvement instinctif, se serra contre Silvère, bien qu'elle se sentît en sûreté, à l'abri même des regards. Elle passa le bras au cou du jeune homme, appuya la tête contre son épaule. Le visage encadré par le capuchon de la pelisse, pâle, elle se tint debout, les yeux fixés sur ce carré de lumière que traversaient rapidement de si étranges faces, transfigurées par l'enthousiasme, la bouche ouverte et noire, toute pleine du cri vengeur de la Marseillaise. Silvère, qu'elle sentait frémir à son côté, se pencha alors à son oreille et lui nomma les divers contingents à mesure qu'ils se présentaient. La colonne marchait sur un rang de 8 hommes. En tête venaient de grands gaillards, aux têtes carrées, qui paraissaient avoir une force herculéenne et une foi naïve de géants. La République devait trouver en eux des défenseurs aveugles et intrépides. Ils portaient sur l'épaule de grandes haches, dont le tranchant, fraîchement aiguisé, luisait au clair de lune. « Les bûcherons des forêts de la Seille, dit Silvère. On en a fait un corps de sapeurs. Sur un signe de leur chef, ces hommes iraient jusqu'à Paris, en fonçant les portes des villes à coups de cognée, comme ils abattent les vieux chênes lièges de la montagne. » Le jeune homme parlait orgueilleusement des gros poings de ses frères. Il continua, en voyant arriver derrière les bûcherons une bande d'ouvriers et d'hommes aux barbes rudes, brûlés par le soleil. « Le contingent de la Palue,
C'est le premier bourg qui s'est mis en insurrection. Les hommes en blouse sont des ouvriers qui travaillent les chênes lièges. Les autres, les hommes aux vestes de velours, doivent être des chasseurs et des charbonniers vivant dans les gorges de la Seille. Les chasseurs ont connu ton père, Miette. Ils ont de bonnes armes qu'ils manient avec adresse. Ah, si tous étaient armés de la sorte, les fusils manquent. Vois, les ouvriers n'ont que des bâtons. Miette regardait, écoutait, muette. Quand Silvère lui parla de son père, le sang lui monta violemment aux joues. Le visage brûlant, elle examina les chasseurs d'un air de colère et d'étrange sympathie. À partir de ce moment, elle parut peu à peu s'animer aux frissons de fièvre que les chants des insurgés lui apportaient. La colonne, qui venait de recommencer la Marseillaise, descendait toujours, comme fouettée par les souffles âpres du Mistral. Aux gens de la Palue avait succédé une autre troupe d'ouvriers, parmi lesquels on apercevait un assez grand nombre de bourgeois en paletot. « Voici les hommes de Saint-Martin-de-Vaux, » reprit Silvère. « Ce bourg s'est soulevé presque en même temps que la Palue. Les patrons se sont joints aux ouvriers. Il y a là des gens riches, Miette. Des riches qui pourraient vivre tranquilles chez eux et qui vont risquer leur vie pour la défense de la liberté. Il faut aimer ces riches. Les armes manquent toujours, à peine quelques fusils de chasse. Tu vois, Miette, ces hommes qui ont au coude gauche un brassard d'étoffe rouge, ce sont les chefs. » Mais Silvère s'attardait. Les contingents descendaient la côte, plus rapides que ses paroles. Il parlait encore des gens de Saint-Martin-de-Vaux que 2 bataillons avaient déjà traversé la raie de clarté qui blanchissait la route. « Tu as vu » demanda-t-il. « Les insurgés d'Alboise et des Toulettes viennent de passer. J'ai reconnu Burgal forgeron. Ils se seront joints à la bande aujourd'hui même. Comme ils courent !» Miette se penchait maintenant pour suivre plus longtemps du regard les petites troupes que lui désignait le jeune homme. Le frisson qui s'emparait d'elle lui montait dans la poitrine et la prenait à la gorge. À ce moment parut un bataillon plus nombreux et mieux discipliné que les autres. Les insurgés qui en faisaient partie, presque tous vêtus de blouses bleues, avaient la taille serrée d'une ceinture rouge. On les eût dit pourvus d'un uniforme. Au milieu d'eux marchait un homme à cheval, ayant un sabre au côté. Le plus grand nombre de ces soldats improvisés avaient des fusils, des carabines ou d'anciens mousquets de la garde nationale. « Je ne connais pas cela, dit Silvère. L'homme à cheval doit être le chef dont on m'a parlé. Il a amené avec lui les contingents de Faverolles et des villages voisins. Il faudrait que toute la colonne fût équipée de la sorte. » Il n'eut pas le temps de reprendre haleine. « Ah, voici les campagnes !» cria-t-il. Derrière les gens de Faverolles s'avançaient de petits groupes composés chacun de 10 à 20 hommes au plus. Tous portaient la veste courte des paysans du Midi. Ils brandissaient en chantant des fourches et des faux. Quelques-uns même n'avaient que de larges pelles de terrassiers. Chaque hameau avait envoyé ses hommes valides. Silvère, qui reconnaissait les groupes à leur chef, les énuméra d'une voix fiévreuse. « Le contingent de Chavanoz, dit-il. Il n'y a que 8 hommes, mais ils sont solides. L'oncle Antoine les connaît. Voici Nazaire, voici Poujol. Tous y sont. Pas un n'a manqué à l'appel. Valqueyras. Tiens, monsieur le curé est de la partie. On m'a parlé de lui. C'est un bon républicain. » Il se grisait. Maintenant que chaque bataillon ne comptait plus que quelques insurgés, il lui fallait les nommer à la hâte, et cette précipitation lui donnait un air fou. « Ah, Miette, continua-t-il, le beau défilé. Rozan, Vernoux, Corbière, et il y en a encore, tu vas voir. Ils n'ont que des faux, ceux-là, mais ils faucheront la troupe aussi rase que l'herbe de leur près. Sainte-Trope, Mazet, les gardes, Marsanne, tout le versant nord de la Seille. Va, nous serons vainqueurs. Le pays entier est avec nous. Regarde les bras de ces hommes. Ils sont durs et noirs comme du fer. Ça ne finit pas. Voici Prunat, les Roches Noires. Ce sont des contrebandiers, ces derniers. Ils ont des carabines. Encore des faux et des fourches. Les contingents des campagnes continuent. Castel-le-Vieux, Sainte-Anne, Grailles, Estourmel, Murdaran. Et il acheva
d'une voix étranglée par l'émotion, le dénombrement de ces hommes, qu'un tourbillon semblait prendre et enlever à mesure qu'il les désignait. La taille grandie, le visage en feu, il montrait les contingents d'un geste nerveux. Miette suivait ce geste. Elle se sentait attirée vers le bas de la route, comme par les profondeurs d'un précipice. Pour ne pas glisser le long du talus, elle se retenait au cou du jeune homme. Une ivresse singulière montait de cette foule grisée de bruit, de courage et de foi. Ces êtres entrevus dans un rayon de lune, ces adolescents, ces hommes mûrs, ces vieillards brandissant des armes étranges, vêtus des costumes les plus divers, depuis le sarrau du manœuvre jusqu'à la redingote du bourgeois, cette file interminable de têtes, dont l'heure et la circonstance faisaient des masques inoubliables d'énergie et de ravissement fanatique, prenait à la longue devant les yeux de la jeune fille une impétuosité vertigineuse de torrent. À certains moments, il lui semblait qu'ils ne marchaient plus, qu'ils étaient charriés par la Marseillaise elle-même, par ce chant rauque aux sonorités formidables. Elle ne pouvait distinguer les paroles, elle n'entendait qu'un grondement continu, allant de notes sourdes à des notes vibrantes, aiguës comme des pointes qu'on aurait par saccades enfoncées dans sa chair. Ce rugissement de la révolte, cet appel à la lutte et à la mort, avec ses secousses de colère, ses désirs brûlants de liberté, son étonnant mélange de massacre et d'élan sublime, en la frappant au cœur, sans relâche, et plus profondément à chaque brutalité de rythme, lui causait une de ces angoisses voluptueuses de vierge martyre se redressant et souriant sous le fouet. Et toujours, roulée dans le flot sonore, la foule coulait. Le défilé, qui dura à peine quelques minutes, parut aux jeunes gens ne devoir jamais finir. Certes, Miette était une enfant, elle avait pâli à l'approche de la bande, elle avait pleuré ses tendresses envolées, mais elle était une enfant de courage, une nature ardente que l'enthousiasme exaltait aisément. Aussi, l'émotion qu'il avait peu à peu gagnée la secouait-elle maintenant tout entière. Elle devenait un garçon. Volontiers elle eût pris une arme et suivi les insurgés. Ses dents blanches, à mesure que défilaient les fusils et les faux, se montraient plus longues et plus aiguës entre ses lèvres rouges, pareilles au croc d'un jeune loup qui aurait des envies de mordre. Et lorsqu'elle entendit Silvère dénombrer d'une voix de plus en plus pressée les contingents des campagnes, il lui sembla que l'élan de la colonne s'accélérait encore à chaque parole du jeune homme. Bientôt ce fut un emportement, une poussière d'hommes balayée par une tempête. Tout se mit à tourner devant elle. Elle ferma les yeux. De grosses larmes chaudes coulaient sur ses joues. Silvère avait, lui aussi, des pleurs au bord des cils. « Je ne vois pas les hommes qui ont quitté Plassans cet après-midi, murmura-t-il. Il tâchait de distinguer le bout de la colonne qui se trouvait encore dans l'ombre. Puis il cria avec une joie triomphante. « Ah, les voici! Ils ont le drapeau! On leur a confié le drapeau !» Alors il voulut sauter du talus pour aller rejoindre ses compagnons. Mais, à ce moment, les insurgés s'arrêtèrent. Des ordres coururent le long de la colonne. La Marseillaise s'éteignit dans un dernier grondement. Et l'on n'entendit plus que le murmure confus de la foule, encore toute vibrante. Silvère, qui écoutait, put comprendre les ordres que les contingents se transmettaient et qui appelaient les gens de Plassans en tête de la bande. Comme chaque bataillon se rangeait au bord de la route pour laisser passer le drapeau, le jeune homme, entraînant Miette, se mit à remonter le talus. « Viens, lui dit-il, nous serons avant eux de l'autre côté du pont. » Et quand ils furent en haut, dans les terres labourées, ils coururent jusqu'à un moulin dont l'écluse barre la rivière. Là, ils traversèrent la Viorne sur une planche que les meuniers y ont jetée. Puis ils coupèrent en biais les prés Sainte-Claire, toujours se tenant par la main, toujours courant, sans échanger une parole. La colonne faisait, sur le grand chemin, une ligne sombre qu'ils suivirent le long des haies. Il y avait des trous dans les aubépines. Silvère et Miette sautèrent sur la route par un de ces trous. Malgré le détour qu'ils venaient de faire, ils arrivèrent en même temps que les gens de Plassans.
Silver échangea quelques poignées de main. On dut penser qu'il avait appris la marche nouvelle des insurgés et qu'il était venu à leur rencontre. Miette, dont le visage était caché à demi par le capuchon de la pelisse, fut regardée curieusement. « Eh, c'est la Chantegreil, dit un homme du faubourg, la nièce de Rébuffat, le mégé du Jamais-Franc. D'où sors-tu donc, coureuse » cria une autre voix. Silver, gris d'enthousiasme, n'avait pas songé à la singulière figure que ferait son amoureuse devant les plaisanteries certaines des ouvriers. Miette, confuse, le regardait comme pour implorer aide et secours. Mais avant même qu'il eût pu ouvrir les lèvres, une nouvelle voix s'éleva du groupe, disant avec brutalité « Son père est au bagne. Nous ne voulons pas avec nous la fille d'un voleur et d'un assassin. » Miette pâlit affreusement. « Vous mentez, murmura-t-elle. Si mon père a tué, il n'a pas volé. » Et comme Silver serrait les poings, plus pâle et plus frémissant qu'elle, « Laisse, reprit-elle, ceci me regarde. » Puis, se retournant vers le groupe, elle répéta avec éclat. « Vous mentez, vous mentez. Il n'a jamais pris un sou à personne, vous le savez bien. Pourquoi l'insultez-vous quand il ne peut être là ?» Elle s'était redressée, superbe de colère. Sa nature ardente, à demi sauvage, paraissait accepter avec assez de calme l'accusation de meurtre. Mais l'accusation de vol l'exaspérait. On le savait, et c'est pourquoi la foule lui jetait souvent cette accusation à la face, par méchanceté bête. L'homme qui venait d'appeler son père voleur n'avait d'ailleurs répété que ce qu'il entendait dire depuis des années. Devant l'attitude violente de l'enfant, les ouvriers ricanèrent. Silver serrait toujours les poings. La chose allait mal tourner lorsqu'un chasseur de la Seille, qui s'était assis sur un tas de pierres au bord de la route, en attendant qu'on se remît en marche, vint au secours de la jeune fille. « La petite a raison, dit-il. Chantegreil était un des nôtres, je l'ai connu. Jamais on n'a bien vu clair dans son affaire. Moi, j'ai toujours cru à la vérité de ses déclarations devant les juges. Le gendarme qui l'a descendu, à la chasse, d'un coup de fusil, devait déjà le tenir lui-même au bout de sa carabine. On se défend, que voulez-vous? Mais Chantegreil était un honnête homme. Chantegreil n'a pas volé. » Comme il arrive en pareil cas, l'attestation de ce braconnier suffit pour que Miette trouvât des défenseurs. Plusieurs ouvriers voulurent avoir également connu Chantegreil. « Oui, oui, c'est vrai, dirent-ils. Ce n'était pas un voleur. Il y a à Plassans des canailles qu'il faudrait envoyer au bagne à sa place. Chantegreil était notre frère. Allons, calme-toi, petite. » Jamais Miette n'avait entendu dire du bien de son père. On le traitait ordinairement devant elle de gueux, de scélérat. Et voilà qu'elle rencontrait de braves cœurs qui avaient pour lui des paroles de pardon et qui le déclaraient un honnête homme. Alors elle fondit en larmes, elle retrouva l'émotion que la Marseillaise avait fait monter à sa gorge. Elle chercha comment elle pourrait remercier ces hommes doux aux malheureux. Un moment, il lui vint l'idée de leur serrer la main à tous, comme un garçon. Mais son cœur trouva mieux. À côté d'elle se tenait debout l'insurgé qui portait le drapeau. Elle toucha la hampe du drapeau et pour tout remerciement, elle dit d'une voix suppliante « Donnez-le-moi, je le porterai. » Les ouvriers, simples d'esprit, comprirent le côté naïvement sublime de ce remerciement. « C'est cela, crièrent-ils, la Chantegreil portera le drapeau. » Un bûcheron fit remarquer qu'elle se fatiguerait vite, qu'elle ne pourrait aller loin. « Oh, je suis forte !» dit-elle orgueilleusement en retroussant ses manches et en montrant ses bras ronds, aussi gros déjà que ceux d'une femme faite. Et comme on lui tendait le drapeau, « Attendez !» reprit-elle. Elle retira vivement sa pelisse, qu'elle remit ensuite, après l'avoir tournée du côté de la doublure rouge. Alors, elle apparut, dans la blanche clarté de la lune, drapée d'un large manteau de pourpre qui lui tombait jusqu'aux pieds. Le capuchon, arrêté sur le bord de son chignon, la coiffait d'une sorte de bonnet phrygien. Elle prit le drapeau, en serrant la hampe contre sa poitrine, et se tint droite, dans les plis de cette bannière sanglante qui flottait derrière elle. Sa tête d'enfant exaltée, avec ses cheveux crépus, ses grands yeux humides, ses lèvres entr'ouvertes par un sourire,
eut un élan d'énergique fierté en se levant à demi vers le ciel. À ce moment, elle fut la Vierge Liberté. Les insurgés éclatèrent en applaudissements. Ces méridionaux, à l'imagination vive, étaient saisis et enthousiasmés par la brusque apparition de cette grande fille, toute rouge, qui serrait si nerveusement leur drapeau sur son sein. Des cris partirent du groupe. « Bravo, la Chantegreil! Vive la Chantegreil! Elle restera avec nous, elle nous portera bonheur !» On l'eût acclamé longtemps si l'ordre de se remettre en marche n'était arrivé. Et, pendant que la colonne s'ébranlait, Miette poussa la main de Silvère, qui venait de se placer à son côté, et lui murmura à l'oreille. « Tu entends? Je resterai avec toi. Tu veux bien ?» Silvère, sans répondre, lui rendit son étreinte. Il acceptait. Profondément ému, il était d'ailleurs incapable de ne pas se laisser aller au même enthousiasme que ses compagnons. Miette lui était apparue si belle, si grande, si sainte. Pendant toute la montée de la côte, il la revit devant lui, rayonnante, dans une gloire empourprée. Maintenant, il la confondait avec son autre maîtresse adorée, la République. Il aurait voulu être arrivé, avoir son fusil sur l'épaule. Mais les insurgés montaient lentement. L'ordre était donné de faire le moins de bruit possible. La colonne s'avançait entre les deux rangées d'ormes, pareille à un serpent gigantesque, dont chaque anneau aurait eu d'étranges frémissements. La nuit glacée de décembre avait repris son silence, et seule la Viorne paraissait gronder d'une voix plus haute. Dès les premières maisons du faubourg, Silvère courut en avant pour aller chercher son fusil à l'air Saint-Mitre, qu'il retrouva endormi sous la lune. Quand il rejoignit les insurgés, ils étaient arrivés devant la porte de Rome. Miette se pencha et lui dit avec son sourire d'enfant « Il me semble que je suis à la procession de la Fête-Dieu et que je porte la bannière de la Vierge. »